À voix haute. Rainer Maria Rilke. Lettre à un jeune poète. Rome, le 14 mai 1904. Mon cher monsieur Capu, un long temps s'est écoulé depuis que j'ai reçu votre dernière lettre. Ne m'en veuillez pas, ce sont d'abord le travail, puis des contretemps et enfin un état de santé médiocre qui m'ont chaque fois empêché de vous écrire, car je tenais à ce que ma réponse vous vînt de jours paisibles et bons. À présent, je me sens à nouveau un peu mieux. Le début du printemps, avec ses méchantes sautes d'humeur, s'est ici durement fait sentir, et je viens, cher monsieur Capu, vous saluer et de mon mieux vous transmettre ce que je fais de tout cœur, quelques remarques en réponse à votre lettre. Vous voyez, j'ai recopié votre sonnet car je l'ai trouvé beau et simple, et né dans une forme où il se présente avec tant de calme décence. Ce sont les meilleurs vers de vous qu'il m'ait été donné de lire, et aujourd'hui je vous offre cette copie, sachant combien il est important et riche d'expériences nouvelles que de retrouver son propre travail écrit par un autre. Lisez ces vers comme s'ils étaient d'un autre, et vous sentirez au fond de vous-même combien ils sont vôtres. Ça aurait été pour moi une joie de relire souvent ce sonnet et votre lettre. Je vous remercie pour l'un et pour l'autre. Ne vous laissez pas troubler dans votre solitude parce qu'il y a en vous comme un désir de vous en échapper. Ce désir, justement, pour peu que vous l'utilisiez avec calme, réflexion, et comme un instrument, vous aidera à déployer votre solitude sur une vaste contrée. Les gens, grâce à des conventions, ont pour tout choisi la solution de facilité et l'aspect le plus facile du facile. Or, il est clair que nous devons nous en tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient, tout dans la nature croît et se défend selon son mode, tire de soi-même sa propre essence, cherche à l'incarner à tout prix et contre tout obstacle. Nous savons peu de choses, mais qu'il nous faille nous en tenir au difficile est une certitude qui ne doit pas nous quitter. Il est bon d'être solitaire car la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus de la faire. Il est bon aussi d'aimer car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre est peut-être le plus difficile qui nous soit imposé, l'absolu, l'ultime épreuve, l'ultime probation, le travail dont tout autre travail n'est que préparation. C'est pourquoi les êtres jeunes qui sont en toute chose des débutants sont encore incapables d'amour. Ils doivent l'apprendre. De tout leur être, de toute leur force rassemblée, autour de leur cœur qui bat solitaire, anxieux, ils doivent apprendre à aimer. Mais le temps d'apprendre est toujours un long temps de claustration. Aussi, l'amour est-il pour longtemps ajourné et repoussé au cœur de la vie. Solitude est seulement sublimée et approfondie pour qui aime. L'amour n'est pour commencer rien qui signifie se fondre, se donner et s'unir à un autre, car ce serait l'union de deux êtres indéterminés, inachevés, encore inassimilés. C'est pour l'individu une occasion sublime de mûrir, de devenir un être en soi, de devenir un monde, de devenir monde pour soi et pour l'amour d'un autre. C'est pour lui une haute et fière exigence, quelque chose qui fait de lui un élu et l'appelle vers de grands horizons. Dans ce sens seulement, dans l'obligation de faire un travail sur eux-mêmes, tendre l'oreille et marteler jour et nuit, des jeunes gens devraient se servir de l'amour qui leur est donné, se fondre, se donner, et toute forme d'union n'est pas pour eux. Il leur faut encore longtemps, longtemps thésauriser et amasser. C'est l'achèvement, c'est peut-être ce à quoi encore maintenant une vie humaine suffit à peine. Or, c'est là l'erreur si fréquente et si grave des jeunes gens. Il est dans leur nature de n'avoir pas de patience, et donc ils se précipitent l'un vers l'autre quand ils rencontrent l'amour. Ils s'épanchent tels qu'ils sont dans toute leur morosité, leurs troubles, leur confusion. Mais à quoi cela va-t-il les mener? Que fera la vie de cette accumulation d'éléments presque voués au naufrage qu'ils appellent leur union? Ils voudraient bien l'appeler leur bonheur si c'était possible, et leur avenir. Chacun alors se perd pour l'amour de l'autre, et chacun perd les vastes perspectives et leur potentialité, et change la venue et la fuite des choses silencieuses, pleines de promesses contre une irrésolution stérile d'où plus rien ne peut venir, rien qu'un peu de dégoût, de désillusion et de pauvreté.
Plus d'autres refuges que dans l'une des multiples conventions qui, tels des abris publics, jalonnent abondamment ce chemin des plus périlleux. Nulle région de l'expérience vécue par l'homme n'est aussi pourvue de conventions que celle-ci. Ceinture de sauvetage, canaux et bouées, nées de l'imagination la plus fertile. La société, conformément à ses conceptions, a su créer toutes sortes de refuges, car, comme elle tendait à prendre la vie amoureuse pour un plaisir, il lui a donc fallu la rendre facile, sans frais, ni danger, ni risque, comme sont les plaisirs pour tous. Il est vrai, bien des êtres jeunes qui aiment mal, c'est-à-dire s'abandonnent tout simplement et renoncent à leur solitude, ce sera toujours le sort de la moyenne, se sentent écrasés par une erreur, et ils veulent, à leur manière bien à eux, rendre vivable et fécond l'état dans lequel ils sont tombés. Leur nature leur dit en effet que les problèmes de l'amour, moins encore que tout ce qui importe par ailleurs, ne peuvent être résolus pour une généralité non plus que selon telle ou telle entente. Ils sentent qu'il y a là des problèmes intimes entre êtres humains qui appellent une réponse inédite, particulière à chaque cas, strictement personnel. Mais eux, qui déjà se sont étreints, sans plus pouvoir maintenir leurs limites et leurs différences, qui donc n'ont plus rien en propre, comment pourraient-ils trouver en eux-mêmes une échappatoire pour sortir du fond de leur solitude déjà sous les décombres? Leur commune détresse les fait agir, et quand ils veulent ensuite, avec les meilleures intentions, fuir la convention qui leur semble évidente, le mariage par exemple, ils tombent dans les griffes d'une solution conventionnelle, moins manifeste mais tout autant mortelle, car ils se sont environnés que de conventions, là où une union trouble, née d'une précoce confluence et source d'action, toute action est conventionnelle. Toute action qu'amène pareille confusion comporte sa convention si inusuelle qu'elle soit, c'est-à-dire au sens courant, immorale. En vérité, la rupture même serait une démarche conventionnelle, une décision fortuite, impersonnelle, sans force et sans fruit. Pour qui jette un regard empreint de sérieux, tout comme la mort qui est difficile, le difficile amour n'a connu ni lumière, ni solution, ni signe, ni voix, et pour ces deux épreuves que nous portons au fond de nous et que nous transmettons sans les révéler, on ne pourra donner de règles générales fondées sur un accord. Mais dans la mesure où nous commencerons à tenter de vivre individuellement, ces grandes choses s'approcheront plus près de nous, individus. Les exigences qu'impose à notre évolution le difficile travail d'amour ne sont pas la mesure d'une vie et les néophytes que nous sommes sont incapables d'y faire face. Mais si à force de ténacité, nous assumons cet amour comme une charge et un apprentissage au lieu de nous perdre aux jeux faciles et frivoles derrière lesquels les hommes se sont abrités pour échapper à la plus grave des gravités de leur existence, alors peut-être un petit progrès et un certain allègement se feront sentir à ceux qui viendront longtemps après nous. Ce sera beaucoup. Il est vrai, à peine commençons-nous à considérer les rapports d'un individu avec un second sans préjugés, avec objectivité, et à nos efforts pour vivre une telle relation manquent des exemples à suivre. Pourtant, l'évolution de notre époque paraît vouloir nous aider dans nos timides initiatives. La jeune fille et la femme, dans l'épanouissement actuel qui est le leur, n'imiteront qu'un temps les bonnes et les mauvaises manières des hommes et n'adopteront qu'un temps leur métier. Une fois passées ces périodes transitoires incertaines, on constatera que pour les femmes, ces multiples changements de déguisement, souvent ridicules, n'auront été qu'une étape pour purifier leur nature la plus authentique des influences de l'autre sexe qui la défiguraient. Les femmes, réceptacles durables d'une vie plus immédiate, plus féconde et plus confiante, doivent bien, au fond, être devenues des êtres plus mûrs, des êtres humains plus humains que l'homme, lui léger, jamais entraîné dans les profondeurs de la vie par le poids du fruit de ses entrailles, dans sa prétention et sa hâte sous-estime ce qu'il croit aimer. Cette humanité que la femme a portée à terme dans la douleur et l'humiliation se révélera le jour où, en modifiant sa situation extérieure, elle sera dépouillée des conventions de sa seule féminité, et les hommes, qui aujourd'hui encore ne le voient pas venir, en resteront surpris et abattus. Un jour, à présent particulièrement dans les pays nordiques, des signes indéniables en sont déjà la manifestation éclatante. Un jour seront là la jeune fille et la femme,
dont le nom ne marquera plus seulement l'opposition au masculin et aura une signification propre qui n'évoquera ni compliment ni frontière, simplement vie et existence, l'être humain dans sa féminité. Ce progrès transformera l'expérience amoureuse, actuellement pleine d'errements, et ce pour commencer en dépit de la volonté des hommes dépassés. Il la modifiera de fond en comble et il en fera une relation d'un être humain avec un autre et non pas d'un homme avec une femme. Et cet amour plus humain, qui se réalisera avec infiniment plus d'égard et de délicatesse, de bonté et de lucidité dans les liens noués et dénoués, sera assez semblable à celui que nous préparons en luttant rudement à cet amour où deux solitudes se protègent, se limitent et s'estiment. Ceci encore. Ne croyez pas que ce grand amour que petit garçon vous avez connu ait été perdu. Êtes-vous sûr qu'à cette époque n'ont pas mûri en vous de grands et de bons désirs et des projets dont vous vivez aujourd'hui encore? Je crois que si cet amour reste aussi fort et puissant dans votre souvenir, c'est que vous avez été alors, pour la première fois, profondément seul et que pour la première fois, vous avez fait pour votre vie ce travail intérieur. Recevez tous mes bons vœux, cher monsieur Capu, votre Rainer Maria Rilke.